You're listening to Skillbird. Euh, Aujourd'hui, on plonge dans une série de données vraiment fascinantes. Complètement. On a croisé une récente étude d'Anthropic avec plusieurs analyses en ressources humaines sur la modélisation des compétences. Et la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, c'est de décortiquer un phénomène assez paradoxal en fait. C'est le mot, oui. Parce que dans nos organisations respectives, la promesse, c'est toujours un peu la même. L'intelligence artificielle est censée nous rendre plus rapides, plus agiles et au final, plus compétents. C'est le discours officiel de tous les éditeurs, ouais. Exactement. Pourtant, quand on observe les données de cette recherche spécifique sur l'apprentissage avec l'assistance d'un algorithme, le chiffre qui ressort, c'est une chute de 17% de la compréhension chez les utilisateurs. Et pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, une baisse de 17% dans un système d'évaluation classique, C'est beaucoup. c'est énorme. Ça représente à peu près la perte de 2 points entiers sur une note finale de 20. C'est un recul vraiment significatif. Ce qui amène inévitablement une interrogation majeure pour les directions techniques et les départements RH. En gros, est-ce que l'intégration de ces nouveaux outils rend paradoxalement nos équipes moins compétentes? Alors, il faut tout de suite désamorcer cette conclusion hâtive. C'est le piège classique des moyennes statistiques. Ce n'est pas l'outil en lui-même qui pose problème. D'accord. Si l'analyse s'arrête à ce chiffre global de moins 17%, la véritable leçon de la recherche est perdue. L'enjeu de notre discussion, c'est vraiment de gratter sous le vernis de cette moyenne pour comprendre les comportements d'apprentissage réels face à la machine. Et d'en tirer les conséquences systémiques pour l'avenir du travail, ouais. Tout à fait. Alors, posons déjà le décor méthodologique de l'étude pour bien saisir ce qui était mesuré. Les chercheurs, ils ont rassemblé des développeurs logiciels et les ont placés face à un défi d'apprentissage concret. En situation réelle, Voilà, ils devaient maîtriser une bibliothèque de code qu'ils ne connaissaient absolument pas, qui s'appelle Trio. Pour schématiser, c'est un outil en langage Python qui permet de faire de la programmation asynchrone. un truc assez ardu. Très ardu. Au lieu de faire exécuter les tâches les unes après les autres par l'ordinateur, on lui demande de jongler avec plusieurs tâches en même temps. Un peu comme un chef cuisinier qui gère plusieurs cuissons simultanément. C'est une bonne analogie. Et le groupe a été scindé en deux. Une moitié devait apprendre à utiliser cette nouveauté avec l'assistance d'une IA, et l'autre moitié devait se débrouiller de manière traditionnelle, en lisant la documentation officielle. Ce qui est une mise en situation très représentative de ce qu'on appelle l'apprentissage en flux de travail. L'acquisition de compétences sur le tas, c'est le quotidien de toute équipe technique aujourd'hui. Alarmant. Et le premier point qui interpelle dans les résultats, il remet direct en question l'argument numéro 1 des vendeurs de solutions tech, le fameux gain de temps. Ah, le mythe de la productivité instantanée. C'est ça. On imagine spontanément que le groupe assisté par l'algorithme, il a terminé l'exercice en une fraction du temps de l'autre groupe. Sauf que les données montrent que le groupe avec IA a fini l'évaluation à peine 2 minutes plus vite en moyenne. Une différence de 2 minutes qui, de surcroît, n'est même pas considérée comme statistiquement significative par les chercheurs. 2 minutes, c'est rien. C'est rien du tout. Ce constat, il brise un mythe tenace. Lors d'une phase d'apprentissage d'une compétence réellement nouvelle, l'assistance algorithmique ne génère pas de miracle temporel. Parce que l'interaction elle-même prend du temps. Exactement. L'interaction consomme une énergie et un temps considérable. Il faut formuler sa requête de manière précise, lire le code généré par la machine, l'intégrer dans son propre environnement et souvent essayer de comprendre pourquoi l'outil a fait tel ou tel choix d'architecture. Toutes ces micro-frictions, elles absorbent les minutes qu'on pensait économiser. Absolument. Et du coup, ça nous ramène à cette fameuse chute de 17% aux tests de compréhension finaux. Tu disais que la moyenne est trompeuse. Oui, parce que les comportements des participants n'étaient pas du tout uniformes. Les chercheurs n'ont pas simplement comparé les deux groupes de manière binaire. Leur approche méthodologique a été d'isoler la granularité des interactions. Attends, tu veux dire qu'ils ont regardé comment chaque personne parlait à la machine? C'est ça. Ils ont identifié 6 patterns, 6 typologies de comportements radicalement différentes chez les utilisateurs de l'IA. Cette baisse de 17%, c'est un amalgame qui masque 2 extrêmes. Ok. D'un côté du spectre, on trouve ce que l'étude qualifie de délégation à l'IA. Un comportement qu'on voit tous les jours dans les open space. L'utilisateur fournit la consigne globale et attend que l'outil fasse absolument tout le travail conceptuel. Voilà. Et ce sont ces profils qui ont obtenu les scores les plus bas. Ils ont demandé à la machine de générer la solution finale de bout en bout. Ils ont récupéré le résultat, l'ont validé de manière super superficielle et sont passés à la suite. Et sur le moment, ça marchait. Apparemment, oui. L'exercice semblait réussi, souvent sans erreur immédiate lors de l'exécution.
Pourtant, lors de l'évaluation théorique, celle qui visait à vérifier s'ils avaient réellement compris le fonctionnement de la bibliothèque Trio, Ils se sont plantés. ce groupe a peiné à atteindre 40% de bonnes réponses. L'acquisition de la compétence a été quasi nulle. Ah oui, c'est violent. Et de l'autre côté du spectre, alors? En opposition, il y a le groupe qui a adopté l'approche que l'étude nomme l'investigation conceptuelle. Ces individus n'ont pas cherché à obtenir un résultat fini de la part de l'outil. Ils l'ont utilisé comment, du coup? Ils s'en sont servis pour m'interroger des concepts, demander comment structurer une fonction ou exiger des explications sur un message d'erreur spécifique. Mais attention, ils ont conservé la charge de l'écriture du code. Ah, la nuance est capitale. Elle change tout. Et les résultats montrent que ce groupe a non seulement maintenu un niveau de compréhension supérieur à 65%, ce qui est équivalent à ceux qui n'avaient pas d'assistance, mais ils ont aussi acquis cette compétence de manière beaucoup plus robuste. La distinction entre ces deux profils, c'est vraiment la clé de voûte de notre analyse. Pour illustrer ça de manière un peu plus universelle, on peut convoquer l'analogie du GPS en voiture. J'aime beaucoup cette métaphore. La délégation absolue, c'est la situation où tu saisis une adresse, tu suis aveuglément les instructions vocales et tu tournes à droite ou à gauche sans jamais regarder l'environnement autour de toi. Le cerveau est éteint. Complètement. Le véhicule arrive à destination, donc l'objectif opérationnel est rempli. Mais si le lendemain de ton système de navigation tombe en panne, t'es incapable de reproduire le trajet, la topographie de la ville n'a pas du tout été intégrée. Et à l'inverse, l'investigation conceptuelle, en prolongeant cette logique, ça consisterait à utiliser le GPS comme une carte interactive préliminaire. On étudie les grands axes, on comprend pourquoi le système évite une certaine zone congestionnée et on garde une conscience active de la direction cardinale. L'outil agit comme un copilote analytique, pas comme un chauffeur de substitution. Exactement. Et ce mécanisme, il n'est d'ailleurs pas exclusif à la technologie d'aujourd'hui. Le monde des sciences de l'éducation observe ça depuis des décennies. Le fameux concept de l'illusion de compétence. Oui. Imaginons un étudiant face à un problème de maths très complexe. S'il consulte directement le corrigé à la fin du manuel, son cerveau va traiter les étapes de résolution avec une grande fluidité. Il aura le sentiment profond d'avoir compris la logique. Parce que le cheminement lui semble cohérent sous les yeux. Mais s'il doit résoudre un problème similaire le lendemain, sur une feuille blanche, l'incapacité est totale. Parce qu'il n'a pas transpiré sur le problème. C'est ça ? Les sciences cognitives séparent très clairement ce phénomène en deux catégories distinctes, la reconnaissance et la construction. D'accord. L'étudiant face à son corrigé ou le développeur face à un bloc de code généré automatiquement mobilise la compétence de reconnaissance. Le cerveau humain excelle pour valider un schéma cohérent qui lui est présenté. Mais c'est de l'évaluation passive. Totalement passive. En revanche, l'acte de générer soi-même la solution, de buter sur des erreurs de syntaxe, de devoir restructurer sa pensée, ça relève de la construction. C'est ce processus itératif, et souvent très frustrant, qui crée les connexions neuronales durables. En pédagogie, c'est ce qu'on appelle la mise en place d'une difficulté désirable. Et l'étude d'Anthropic donne une matérialité vraiment chiffrée à ce concept. Les tests d'évaluation comportaient différentes typologies de questions, certaines conceptuelles, d'autres de lecture. Mais il y a une catégorie d'exercices très précise où le groupe qui a délégué s'est littéralement effondré. Le débugage, l'identification et la correction des anomalies. Oui, l'écart de performance sur cette métrique particulière est le plus prononcé de toute l'étude. Le groupe sans IA, par la force des choses, a produit un code imparfait au départ. Leurs programmes ont échoué, ont affiché des erreurs cryptiques et ils ont dû passer du temps à analyser les dysfonctionnements. Ce processus de friction a forgé leur capacité à débuguer. Alors que le groupe avec IA a été privé de cette friction. L'algorithme générait souvent une syntaxe valide du premier coup. Ce constat révèle une ironie frappante pour la structuration de nos entreprises de demain. On s'oriente tous vers des environnements où les systèmes automatisés produiront la majorité des premières ébauches, que ce soit du code, des analyses financières, de la rédaction juridique. Oui, le brouillon zéro sera fait par la machine. Donc la compétence humaine la plus critique deviendra la supervision, c'est-à-dire l'audit, la validation et le débugage de ces productions. Or, en s'appuyant trop tôt sur ces outils lors de l'acquisition initiale des savoirs, on atrophie précisément la faculté de débugage dont on aura besoin pour les superviser plus tard. C'est le grand paradoxe. Le glissement de la valeur humaine passe de la création brute à la validation critique. L'analogie médicale est particulièrement pertinente ici. Comment ça ? Prenons un médecin qui utilise un outil de diagnostic prédictif. Il bénéficie d'une capacité d'analyse croisée de millions de données en quelques secondes. C'est une avancée majeure.
Mais si ce praticien n'a pas forgé, au cours de ses études et de ses premières années de pratique, un modèle mental intime et détaillé des pathologies complexes, Il ne peut pas remettre en cause l'outil. il perd l'autorité cognitive nécessaire pour contredire la machine. Il risque de devenir un simple validateur passif. Et si on transpose ce risque systémique à la réalité quotidienne d'un département tech ou RH, la situation est un peu alarmante. Très alarmante. Prenons le cas d'un talent junior qui rejoint une organisation. Il est soumis à des cycles de développement courts, à des objectifs de livraison hebdomadaires, à la pression de sa hiérarchie pour réduire le backlog. La réalité du terrain, quoi. Voilà. Si l'organisation lui met entre les mains un outil de génération surpuissant, le comportement le plus rationnel pour lui, dans une logique de survie à court terme, c'est la délégation algorithmique. Il livre son code, les objectifs de la semaine sont atteints, le management est ravi. Mais le coût invisible, c'est le sacrifice de sa propre montée en compétences. Et le dysfonctionnement ne vient pas du collaborateur junior, qui ne fait qu'optimiser son comportement face aux incitations qu'on lui donne. Le problème fondamental réside dans l'aveuglement de nos indicateurs de performance. Les fameux KPI. Les tableaux de bord managériaux mesurent le nombre de lignes de code produites, la vélocité de résolution des tickets, le respect des délais. Ce sont des métriques de flux, de vitesse pure. Elles sont structurellement incapables de mesurer la profondeur de la compréhension ou l'accumulation de capital intellectuel. Et ça remet en question toute la pertinence des plans de formation qui se multiplient actuellement. La plupart des initiatives RH se résument à des ateliers d'une demi-journée intitulés Introduction aux outils génératifs ou, je sais pas, techniques d'interaction avec l'IA. Ces initiatives sont superficielles, car elles traitent l'outil de manière monolithique. Enseigner à un collaborateur comment formuler un prompt pour obtenir une réponse rapide, c'est l'encourager implicitement vers le pattern de délégation. Alors qu'on devrait l'encourager à se confronter à l'outil. Exactement. Une formation pertinente devrait être structurée autour de la friction cognitive. Comment utiliser l'outil pour qu'il critique votre approche méthodologique? Comment le contraindre à ne fournir que des indices conceptuels plutôt que des solutions finalisées? Sans cette distinction, les plans de formation actuels accélèrent l'érosion des compétences. La question stratégique qui émerge pour les comités de direction est assez vertigineuse en fait. Dans un environnement saturé d'assistance automatisée, notre organisation est-elle encore structurée pour produire de la compétence en interne? Si un junior ne traverse plus les phases de construction laborieuses, comment il deviendra le senior capable d'architecturer des systèmes complexes dans 5 ans? Apporter une réponse à ce défi exige de déconstruire nos modèles de gestion des talents. Le tout premier postulat à abandonner, c'est l'idée que l'utilisation de l'intelligence artificielle serait une compétence en soi. Ah, cette fameuse ligne qui fleurit sur tous les profils LinkedIn actuels, maîtrise de l'IA. C'est une erreur de catégorisation totale. Elle est dénuée de sens opérationnel. Comme la recherche d'Anthropic le démontre, l'utilisateur qui copie-colle aveuglement et celui qui orchestre une investigation conceptuelle poussée, ils utilisent tous les deux la technologie. Mais leur valeur pour l'organisation est diamétralement opposée. Le blocage vient du fait que les référentiels RH sont historiquement construits comme des taxonomies rigides. On évalue des niveaux isolés, maîtrise basique, intermédiaire, avancée d'un langage. Des grilles d'évaluation linéaires, des cases qu'on coche lors des entretiens annuels. Et ces modèles linéaires sont obsolètes face à l'assistance algorithmique. L'ingénierie RH doit pivoter vers une approche de modélisation en graphe. Un graphe permet de cartographier non pas des silos isolés, mais les relations dynamiques entre différentes capacités cognitives. D'accord, c'est-à-dire lier la technique et le comportement. Il faut lier la compétence technique pure avec les patterns d'interaction démontrés par l'employé et surtout avec les prérequis nécessaires pour encadrer l'outil. Si on traduit cette approche en graphe dans la réalité du recrutement, ça signifie qu'un manager doit être capable d'identifier la différence entre un développeur perroquet et un développeur architecte. C'est une très belle image. Le développeur perroquet affiche une productivité apparente exceptionnelle en temps de paix. Il valide les tâches à un rythme soutenu en relayant les productions de la machine. Mais face à un incident critique, une panne systémique impliquant de multiples dépendances, il se retrouve paralysé. Son modèle mental du système est trop superficiel. Alors que le développeur architecte, lui, a peut-être une vélocité apparente légèrement inférieure au quotidien. Parce qu'il prend le temps de confronter la machine, d'exiger des explications et de construire sa propre cartographie du projet. Mais en temps de crise, c'est sa compétence de construction et de débogage qui sauvera l'organisation. Et pour cultiver ces développeurs architectes, la modélisation en graphe doit intégrer ce que les chercheurs appellent des prérequis fantômes.
Des prérequis fantômes. Ce sont des compétences cognitives de très haut niveau, rendues absolument indispensables par la présence de l'IA, mais qui brillent par leur absence dans les fiches de poste classiques. Et comment on définit concrètement ces prérequis fantômes pour les intégrer dans un processus RH? Quels sont-ils? Le premier prérequis fantôme, c'est la métacognition, C'est-à-dire? la capacité d'évaluer ses propres limites. Exactement. Face à un problème, le collaborateur doit savoir identifier s'il maîtrise suffisamment le concept pour valider la réponse de la machine ou s'il est en territoire inconnu. Et si c'est le cas, il doit basculer consciemment en mode d'investigation. Le deuxième prérequis. C'est la capacité de spécification et de déconstruction. Un algorithme n'est performant que si le problème lui est soumis avec une précision chirurgicale. Ça demande de savoir fragmenter un défi complexe en sous-ensembles logiques et mesurables. On ne peut pas juste jeter une idée vague à la machine. Non, ça ne marche pas pour les tâches complexes. Enfin, le troisième élément, c'est la validation critique ou l'esprit de contradiction algorithmique. C'est la posture intellectuelle qui consiste à aborder toute production générée non pas comme une vérité, mais comme une hypothèse de travail qu'il faut chercher à invalider. Par des tests de résistance? Parfaitement. Le constat global de ces canalises est un renversement de perspective assez salutaire au final. L'anxiété collective autour de la destruction des compétences par la technologie est probablement mal orientée. Ces outils n'effacent pas le savoir de manière magique. Non. Ils agissent plutôt comme un révélateur ultra puissant des fragilités préexistantes de nos organisations. Un révélateur photographique qui met en exergue l'obsolescence de nos méthodes d'évaluation, les biais de nos métriques de productivité et la superficialité de certaines pratiques de formation. Et ça nous pousse vers une réflexion encore plus profonde pour conclure cette discussion. On passe notre temps à se demander comment mesurer la productivité de nos équipes avec ces nouveaux outils ou comment vérifier qu'ils apprennent bien malgré l'assistance. Alors qu'il y a une dimension conceptuelle que les sources mentionnent en filigrane et qui mérite d'être posée pour ceux qui nous écoutent. Et si la solution technologique au problème de l'apprentissage n'était pas de restreindre l'accès à l'IA, mais de modifier radicalement la nature même de l'algorithme? Attends, tu penses à quoi là ? Imaginons un instant que les modèles déployés au sein des entreprises soient spécifiquement entraînés pour adopter une posture de tuteur socratique. Au lieu de fournir un bloc de code parfait ou une analyse finalisée, l'outil détecterait que l'utilisateur est face à un concept nouveau et refuserait délibérément de donner la solution complète. Ah, il répliquerait par des questions orientées. Voilà, il soulignerait les incohérences de la demande et forcerait l'utilisateur à structurer sa propre pensée. En somme, l'organisation programmerait intentionnellement une difficulté désirable au cœur même de l'outil de productivité. C'est une perspective qui change complètement la donne. L'outil cesserait d'être un exécutant zélé pour devenir un véritable partenaire de construction cognitive. C'est une vision de l'avenir du travail beaucoup plus saine. C'est une invitation pour toutes nos organisations à repenser le design du travail. L'intégration de ces technologies pour qu'elles élèvent intellectuellement les équipes au lieu de les atrophier n'est pas une fatalité technologique. C'est un choix. C'est un choix stratégique, un choix d'architecture managériale. Et la décision de valoriser l'investigation conceptuelle et la construction de l'expertise plutôt que la pure vitesse d'exécution, eh bien c'est un choix que les entreprises doivent faire dès aujourd'hui. Un grand merci à notre audience d'avoir été avec nous pour cette réflexion. Continuez de questionner les évidences et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée. Merci d'avoir écouté. Si vous voulez aller plus loin sur la transformation des compétences et du travail, tout est sur skillberg.app. N'hésitez pas à partager ou à découvrir nos autres analyses. À très vite.